Parmi vous qui regardez cette vidéo, il y en a certainement qui ont pensé un jour que ça serait sympa d'installer un nœud Bitcoin chez eux pour participer un peu à cette grande expérience. Et puis, ils ont dû revoir leurs attentes à la baisse et se contenter d'un light node, autrement dit un nœud léger, qui ne contient qu'un petit morceau de la blockchain parce qu'elle fait 350 Go et que ce chiffre continue de monter chaque jour. Même parmi les enthousiastes qui ont un Raspberry Pi par exemple, tout le monde n'a pas une carte SD ou un disque dur avec autant d'espace libre. En d'autres mots, la conception du Bitcoin fait qu'il est de plus en plus difficile de participer au réseau, même en excluant toutes les problématiques liées au minage et à la course à l'armement qu'il provoque. Bien évidemment, le stockage, ça reste une dépense moins coûteuse que des cartes graphiques par exemple, mais avec l'avènement de crypto-monnaies comme Chia Network cette année, ce n'est pas un secteur qui est complètement épargné par les pénuries. À cause de ça, plus la taille de la blockchain Bitcoin augmente, plus le réseau se centralise et s'affaiblit d'une certaine manière, même si ça a une importance plutôt négligeable. Heureusement, vous n'êtes pas les seuls à avoir remarqué que c'était un problème. Depuis quelques années, certains ont décidé de travailler sur le sujet et un des projets qui a pu émerger suite à ces travaux, c'est Mina. Mina Protocol, autrefois appelé Coda, repose sur une idée relativement simple, même si le système sous-jacent est extrêmement complexe. Il s'agit de faire en sorte que la blockchain ne soit pas enregistrée dans son intégralité telle qu'elle, et qu'elle soit plutôt propagée sous une forme plus compacte. Vous avez certainement déjà croisé lors de vos détours sur le net de fichiers .zip, .rar, .tar, etc. Il s'agit d'archives, des fichiers compressés qui sont petits, mais qui peuvent être ouverts et décompressés pour révéler un contenu plus grand que le contenant. Ce sont en quelque sorte les TARDIS de l'informatique, c'est plus grand à l'intérieur qu'à l'extérieur. Et Mina Protocol, ça repose donc sur une idée très vaguement similaire. Mais seulement similaire, attention. Dans le cas de Mina, on ne va pas archiver la blockchain parce que ça ne règle pas le problème au fond. L'archivage, ça n'est pas suffisant pour réduire la taille d'une chose pareille. Et puis ça demanderait encore plus de puissance de calcul. Ici, la solution est un peu différente et on va en fait transmettre au réseau des informations sous la forme de preuves à divulgation nulle de connaissances. C'est-à-dire que plutôt que de transmettre la liste des événements qui se sont produits, on va transmettre un code très court qui prouve que tous ces événements ont eu lieu. Si l'on expliquait ça avec la métaphore classique du registre comptable qui contient la liste des transactions, les réseaux comme Bitcoin se contentent de faire imprimer à tous leurs participants une copie du registre dans son intégralité, ce qui demande beaucoup de temps et beaucoup d'encre et de papier. Avec Mina Protocol, il suffit de prendre une photo de la page la plus récente du registre, ainsi que de la photo précédente et d'envoyer cette nouvelle photo au réseau. La photo est beaucoup plus légère qu'un livre de compte entier, et peu importe l'évolution du réseau, elle garde toujours la même taille. Et puisqu'elle contient aussi la photo précédente, on peut également s'assurer de la continuité et du maintien de l'ordre dans le réseau. C'est un sujet un peu complexe, donc je vous conseille fortement de lire l'excellent article de vulgarisation scientifique rédigé par mon collègue Morgan, qui explique ce que sont ces preuves à divulgation nulle de connaissances avec plus de détails. Cet article est très utile pour vraiment comprendre comment fonctionne Mina, mais comme tout le monde n'a pas les compétences en mathématiques nécessaires pour tout assimiler, rassurez-vous, cette vidéo restera plus simple. Et si les preuves à divulgation nulle de connaissances vous intéressent d'ailleurs, nous avons aussi publié récemment sur notre chaîne YouTube l'interview d'Eli Bensasson, qui est l'un des scientifiques ayant travaillé sur ces preuves, et plus particulièrement sur leur implémentation dans la crypto, puisqu'il fait partie des créateurs de Zcash. Mais revenons-en au sujet de cette vidéo, c'est-à-dire Mina Protocol. Grâce à l'utilisation des ZK Proofs, c'est-à-dire les preuves à divulgation nulle de connaissances en français, malheureusement il n'y a pas de version courte communément utilisée et preuve DNC ça fait pas aussi classe que ZK Proof. Bref, grâce à ces ZK Proofs, la blockchain Mina a une taille constante de seulement 22 kilooctets, c'est-à-dire l'équivalent d'un fichier Word avec quelques phrases dedans. On pourrait copier cette blockchain en triple exemplaire sur une disquette de 1971. Pour stocker la blockchain Bitcoin sur cette disquette, il en faudrait plus de 4 600 000. Grâce à cette innovation incroyable et une structure de réseau divisée en deux parties, absolument n'importe qui peut rejoindre le réseau Mina et faire de son ordinateur un nœud complet. Le rôle de Light Node ou nœud léger n'existe pas sur Mina contrairement à Bitcoin et Ethereum. Bien sûr, il est possible pour quiconque le souhaite d'archiver la blockchain et de conserver les vieux blocs. C'est par exemple ce que font les propriétaires des sites d'explorateurs de blocs. Mais pour la plupart des gens, il n'y a pas besoin de faire ça, il est possible de participer au réseau sans avoir à tout stocker et tout télécharger. Tout cela est possible aussi grâce à cette structure particulière que j'ai mentionnée, dans laquelle les producteurs de blocs sont des entités distinctes des producteurs de snark, d'où la division en deux parties. Les producteurs de blocs ajoutent des données à la blockchain et s'assurent de son intégrité, tandis que les producteurs de snark calculent les preuves à divulgation nulle de connaissances, qui s'appellent des snarks dans ce cas-là, et échangent le résultat de leur travail contre rémunération auprès des producteurs de blocs, qui eux sont récompensés lorsqu'ils créent des blocs.
Il est donc possible de participer au réseau avec un ordinateur peu puissant en tant que producteur de blocs, parce que ces derniers utilisent la preuve d'enjeu pour participer, ou alors il est possible de profiter d'un processeur haut de gamme pour produire des snarks. Mina supporte par ailleurs les contrats intelligents écrits en OCaml, qui n'est pas du tout le langage de programmation le plus répandu de la planète. L'inconvénient, c'est donc que ça n'est pas du tout pareil que Solidity, et que tous les contrats présents sur Ethereum devraient être réécrits d'un bout à l'autre si les développeurs veulent que leurs contrats soient aussi présents sur le réseau Mina, ce qui est un frein énorme à l'adoption. Heureusement, les contrats intelligents pourront aussi être rédigés avec d'autres langages, et notamment le JavaScript beaucoup plus répandu, grâce à la bibliothèque Snarky.js créée pour l'occasion. Ce qui fait que les inconvénients de l'OCaml n'ont pas vraiment d'importance au final. En outre, OCaml permet au contrat Mina d'être formellement vérifié, puisque cette possibilité est offerte par le langage. C'est quelque chose dont la majorité des programmeurs de contrats intelligents se moquent totalement, puisque c'est surtout utile pour les grosses sociétés qui ont vraiment besoin de sécurité, et que ces sociétés sont encore relativement peu présentes sur le marché. Mais c'est sans nul doute quelque chose de très positif pour un cryptoactif qui se veut moderne, même si ça se fait aux dépens de l'adoption par les utilisateurs existants des réseaux crypto. En parlant de contrats intelligents, ils sont appelés snaps sur Mina plutôt que dApps, puisque ce sont des applications snarkifiées, c'est-à-dire des applications dont le contenu est traité grâce aux preuves snark. Les preuves de validité sont plus petites, certains contenus pourraient être confidentiels, etc. Il y a donc beaucoup d'avantages. Mais tout n'est pas rose dans l'univers Mina, et les problèmes commencent là. Alors que le site de Mina promet par exemple d'offrir des services financiers sans compromettre l'anonymat des données, cet anonymat concerne en réalité uniquement les contrats intelligents existants sur le réseau Mina qui auront été créés dans l'objectif de protéger l'anonymat. Les contrats intelligents pourront tout à fait ne pas faire usage de cette fonction et il est fort probable que la majorité s'en abstienne puisque les transactions confidentielles coûteront légèrement plus cher. Dans un monde de finances décentralisées où la rentabilité est reine, l'anonymat passera très souvent au second plan. Il est donc clair que Mina n'est pas un réseau adapté à la protection de la confidentialité des utilisateurs, sauf dans certains cas très précis. Essayons un petit peu d'imaginer comment on pourrait faire pour préserver son anonymat. Puisqu'un jeton n'est rien d'autre qu'un contrat intelligent particulier, il serait théoriquement possible de créer un jeton anonyme pour Mina. Alors les utilisateurs du jeton pourraient camoufler une partie de leur activité, c'est-à-dire tout ce qui concernerait les envois et réceptions simples de ce jeton. Mais certaines informations resteraient visibles comme les frais de gaz et la quantité de pièces Mina présentes sur les adresses interagissant avec le contrat du jeton anonyme. Donc au mieux, seule une partie de leur fortune serait cachée. Et dans certains cas, l'interaction avec d'autres contrats comme des AMM pourrait même révéler les quantités de jetons échangés. Ce serait un petit peu comme si un espion français partait en mission incognito dans un pays froid où il y a des communistes qui portent des chapeaux gris et des chaussures à fermeture éclair, et qu'une fois la mission accomplie, il rentrait chez lui dans une maison en plexiglas qui se trouve au milieu des Champs-Élysées sur laquelle se trouve un grand panneau « Propriété de la DGSE ». Pas génial pour l'anonymat. Zcash, Monero et toutes les autres crypto-monnaies actuellement utilisées par les gens soucieux de leur vie privée ne seront visiblement pas rendues obsolètes par Mina. Ensuite, il faut mentionner un autre élément qui est très important vis-à-vis de Mina. L'exploit réalisé en ce qui concerne la taille de la blockchain ne permet malheureusement pas de faire de Mina la monnaie du peuple que Satoshi Nakamoto voulait créer. C'est un premier pas très important vers cet objectif, mais être léger ça n'est pas suffisant. Il faut aussi que le réseau soit très rapide. On ne peut pas avoir une monnaie du peuple qui demande d'attendre plusieurs minutes pour que les transactions soient confirmées, et c'est malheureusement le cas de Mina. Certes, le réseau est 3 fois plus rapide que le Bitcoin, avec des blocs toutes les 3 minutes au lieu de toutes les 10 minutes environ. Mais 3 fois plus rapide que le Bitcoin en 2021, c'est aussi risible que de se vanter en disant que votre nouvelle voiture électrique est 3 fois plus rapide qu'un nain unijambiste. Alors que des projets comme Avalanche et Solana ont vu le jour et offrent des transactions qui sont confirmées en moins de 10 secondes, 3 minutes c'est une éternité. Et ça n'est pas qu'une histoire de comparaison entre telle ou telle blockchain. Il suffit d'imaginer une situation réelle pour se rendre compte que c'est trop lent pour être utilisé partout. L'exemple que je préfère, c'est celui de la caisse de supermarché. Vous allez faire les courses le samedi après-midi, comme beaucoup de gens qui n'ont pas d'autre moment pour remplir leur frigo. Et lorsque vous arrivez devant le caissier, que vous devez payer et qu'il y a au moins 12 personnes qui attendent derrière, ça n'est tout simplement pas socialement acceptable de dire à ces gens que votre moyen de paiement exige d'attendre 3 minutes sans rien faire. Bien sûr, à l'échelle d'une personne dans la journée, ça ne change pas grand-chose. Mais si tout le monde fait pareil, alors que chaque client occupe normalement la caisse seulement 1 minute ou 2, et que ce temps est automatiquement doublé ou triplé, les files d'attente deviendraient toutes interminables, rendant l'expérience du supermarché encore plus insupportable qu'elle ne l'est déjà aux heures de pointe. Cela dit, il faut reconnaître que Mina est véritablement un réseau décentralisé, contrairement à beaucoup d'autres comme la BSC qui a été complètement centralisée pour pouvoir atteindre de grandes vitesses.
C'est quelque chose de tout à fait louable, même si ça ne fait pas disparaître le problème de la durée de confirmation des transactions. En résumé, on ne peut pas vraiment dire que Mina sera la crypto-monnaie qui occupera les portefeuilles de tous les Français du 22e siècle. Pour argumenter en faveur du contraire, on pourrait imaginer que les gens utilisent deux monnaies différentes, Mina pour les transactions qui ne sont pas urgentes, et une autre monnaie plus rapide pour les transactions devant être instantanées. Mais cette solution me paraît peu crédible parce que les gens auront toujours tendance à rechercher la solution la plus simple, c'est-à-dire utiliser une seule monnaie pour tout. La possibilité d'anonymat occasionnel fourni par le réseau, combinée à cette incroyable légèreté, à une véritable décentralisation et à la possibilité de vérification formelle des contrats intelligents, pourrait très bien en faire un outil privilégié par des grandes entreprises ayant besoin de réaliser certaines opérations financières de façon sécurisée et semi-confidentielle. Cela, seul le temps pourra nous le dire, mais en attendant, si vous le souhaitez, vous pouvez déjà accélérer le passage du temps en allant regarder notre interview d'Evan Shapiro, un des fondateurs de Mina Protocol, qui a été publié il y a quelques temps. Vous trouverez un lien en haut à droite de la vidéo pour y accéder. Et maintenant que cette vidéo se termine, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo sur la chaîne YouTube du Journal du Coin.